Et vous savez, cela m'a conduit à me demander ce qu'est la mort. Notre science matérialiste a tout réduit à la matière. La science matérialiste de l'Occident dit que nous sommes seulement de la viande. Nous ne sommes que nos corps. Donc, quand le cerveau est mort, c'est la fin de la conscience. Il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a pas d'âme. Nous ne faisons que pourrir et disparaître. Mais en fait, de nombreux scientifiques honnêtes devraient admettre que la conscience est le plus grand mystère de la science et que nous ne savons pas exactement comment elle fonctionne. Le cerveau y est impliqué d'une certaine manière, mais nous ne savons pas exactement comment il se fait que le cerveau génère la conscience comme un générateur produit de l'électricité. Si vous vous en tenez à ce paradigme, alors bien sûr, vous ne pouvez pas croire à la vie après la mort. Lorsque les générateurs sont cassés, la conscience a disparu. Mais il est également possible que la relation, et rien dans les neurosciences ne l'exclut, soit plus proche de la relation entre le signal de la télévision et le téléviseur. Et dans ce cas, quand le téléviseur est cassé, bien sûr, le signal télé continue. C'est le paradigme de toutes les traditions spirituelles. Nous sommes des âmes immortelles, temporairement incarnées dans ces formes physiques pour apprendre, grandir et nous développer. Vraiment, si nous voulons connaître ce mystère, les dernières personnes à qui nous devrions demander sont nos scientifiques matérialistes et réductionnistes. Ils n'ont absolument rien à dire sur le sujet. Allons plutôt voir les anciens Égyptiens, qui ont mis leur meilleur esprit au travail pendant 3000 ans sur le problème de la mort et sur le problème de savoir comment nous devrions vivre nos vies pour nous préparer à ce que nous affronterons après la mort. Les anciens Égyptiens ont exprimé leurs idées dans un art transcendant, qui nous touche encore aujourd'hui sur le plan émotionnel. Ils sont parvenus à certaines conclusions très précieuses, à savoir que l'âme survit à la mort et que nous serons tenus responsables de chaque pensée, de chaque action, de chaque acte que nous avons vécu au cours de notre vie. Nous devons donc prendre au sérieux cette précieuse opportunité de naître dans un corps humain et en tirer le meilleur parti. Dans ces enquêtes sur le mystère de la mort, les anciens Égyptiens ne faisaient qu'exercer leur imagination. Ils appréciaient beaucoup les états de rêve et on sait maintenant qu'ils utilisaient des plantes visionnaires comme le lotus bleu hallucinogène. Il est intéressant de noter que l'ancien arbre de vie égyptien a récemment été identifié comme étant l'Acacia nilotica, qui contient de grandes quantités de DMT, diméthyltryptamine, le même ingrédient actif que nous trouvons dans l'ayahuasca. Il est difficile d'imaginer une société plus différente de la société de l'Égypte ancienne que notre société d'aujourd'hui. Nous détestons les états visionnaires dans cette société. Dans notre société, si nous voulons insulter quelqu'un, nous l'appelons un rêveur, alors que c'était loué dans les sociétés anciennes. Nous avons érigé d'énormes appareils de bureaucratie armée qui vont envahir notre vie privée, qui vont casser nos portes, qui vont nous arrêter, qui vont nous envoyer en prison, parfois pendant des années pour avoir possédé ne serait-ce que de petites quantités de psilocybine ou de substances comme le DMT, que ce soit sous la forme fumable ou dans l'infusion d'ayahuasca. Pourtant, ironiquement, nous savons maintenant que le DMT est une hormone cérébrale naturelle. Nous en avons tous dans notre corps. Et c'est juste que sa fonction reste inconnue par manque de recherche. Ce n'est pas comme si notre société était opposée en principe aux états modifiés de conscience. Je veux dire, des milliards sont gagnés par l'alliance impie des psychiatres et de Big Pharma dans la prescription excessive de médicaments pour contrôler de soi-disant syndromes comme la dépression ou les troubles de l'attention chez les adolescents. Nous avons une histoire d'amour dans notre société avec l'alcool. Nous glorifions cette drogue, qui est la plus ennuyeuse, malgré les conséquences terribles qu'elle a souvent. Et bien sûr, nous aimons nos stimulants, le thé, le café, les boissons énergisantes, le sucre, et d'énormes industries sont construites autour de ces substances, qui sont appréciées pour leur capacité à modifier la conscience. Mais ce que tous ces états modifiés de conscience ont en commun, c'est qu'aucun d'entre eux ne contredit ou n'entre en conflit avec l'état de conscience de base apprécié par notre société, que j'appellerais l'état de conscience d'alerte, de résolution de problèmes, qui est bon pour les aspects plus terre-à-terre de la science. C'est bon pour la poursuite de la guerre, c'est bon pour le commerce, c'est bon pour la politique. Mais je pense que tout le monde se rend compte que la promesse d'une société monopolistique basée sur cet état de conscience s'est avérée creuse, et que ce modèle ne fonctionne plus, qu'il est cassé dans tous les sens possibles où le modèle peut être cassé, et qu'il est urgent de trouver quelque chose pour le remplacer. Les vastes problèmes de pollution mondiale qui ont résulté de la poursuite obstinée du profit, les horreurs de la prolifération nucléaire,
La faim dans le monde, qui fait que des millions de personnes se couchent chaque soir le ventre vide. Nous ne pouvons même pas résoudre ce problème malgré notre état de conscience de résolution des problèmes. Et regardez ce qui se passe en Amazonie, les poumons de notre planète, ce précieux foyer de biodiversité. La forêt tropicale ancienne est abattue et remplacée par des fermes de soja afin de nourrir le bétail pour que nous puissions tous manger des hamburgers. Seul un état de conscience global vraiment fou pourrait permettre une telle abomination. J'ai fait le calcul au dos d'une enveloppe pendant la guerre d'Irak. Il me semble que 6 mois de dépenses pour la guerre en Irak auraient résolu le problème de l'Amazonie pour toujours. Ce serait suffisant pour dédommager les peuples de l'Amazonie, afin qu'aucun arbre ne doive plus jamais être abattu pour jardiner et prendre soin de cette incroyable ressource. Mais nous ne pouvons pas prendre cette décision en tant que communauté mondiale. Nous pouvons dépenser d'innombrables milliards pour la guerre, la haine, la peur, la suspicion et la division. Mais nous ne pouvons pas rassembler les efforts collectifs pour sauver les poumons de notre planète. Et c'est peut-être pourquoi les chamans de l'Amazonie montent maintenant une sorte d'activité missionnaire inversée. Quand j'ai interrogé les chamans sur la maladie de l'Occident, ils ont dit que c'était très simple. Vous avez coupé votre connexion avec les esprits. À moins que vous ne vous reconnectiez avec les esprits et que vous le fassiez rapidement, vous allez faire s'écrouler tout le château de cartes autour de vos têtes et des nôtres. Et à tort ou à raison, ils croient que l'ayahuasca est le remède à cette maladie. J'ai été appelé en Amazonie pour boire de l'ayahuasca, et les chamans voyagent à travers l'Occident, offrant le breuvage, souvent sous les radars, souvent en prenant des risques personnels, pour apporter un changement de conscience. Et il est vrai que le message de l'ayahuasca, le message universel, concerne la nature sacrée, magique, enchantée, infiniment précieuse de la vie sur Terre, et l'interdépendance des domaines matériels et spirituels. Et il est impossible de travailler avec l'ayahuasca pendant longtemps sans être profondément affecté par ce message. N'oublions pas que l'ayahuasca n'est pas seule, qu'elle fait partie d'un ancien système mondial de modification ciblée, prudente et responsable de la conscience. Il a été récemment démontré par des chercheurs que le kykéon, utilisé dans les mystères d'Éleusis dans la Grèce antique, était presque certainement une infusion psychédélique, que le soma dans les Védas pourrait bien avoir été une infusion basée sur le champignon Amanita muscaria. Nous avons le DMT dans l'ancien arbre de vie égyptien. Nous avons toutes les cultures mondiales du chamanisme survivant. Et ce dont il s'agit, c'est d'un état de conscience conçu pour nous aider à trouver l'équilibre, l'harmonie. Les anciens Égyptiens l'auraient appelé Ma'at avec l'univers, et à rester conscient que ce que nous sommes ici pour entreprendre sur Terre, tout en étant immergés dans la matière, est fondamentalement un voyage spirituel visant à la croissance et à la perfection du voyage solaire, qui peut remonter aux origines mêmes de ce qui nous a rendus humains en premier lieu. Je me tiens ici en invoquant le droit fondamental de la liberté d'expression, pour demander et exiger qu'un autre droit soit reconnu. Et c'est le droit de la souveraineté adulte sur la conscience. Il y a une guerre contre la conscience dans notre société. Et si, en tant qu'adultes, nous ne sommes pas autorisés à prendre des décisions souveraines sur ce que nous devons expérimenter avec notre propre conscience, tout en ne faisant aucun mal aux autres, y compris la décision d'utiliser de manière responsable des plantes visionnaires anciennes et sacrées, alors nous ne pouvons prétendre être libres en aucune façon. Et il est inutile pour notre société de parcourir le monde en imposant notre forme de démocratie aux autres, alors que nous nourrissons cette pourriture au cœur de la société et que nous ne permettons pas la liberté individuelle sur la conscience. Il se peut même que nous nous privions de la prochaine étape vitale de notre propre évolution en permettant à cet état de choses de se poursuivre et qui sait, peut-être notre destin immortel également. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus sont et resteront gratuits. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.